Bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et activant la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Mon père était un homme très respecté dans la petite ville où nous habitions. J'avais 17 ans et j'étais la Benjamine, la seule fille de la famille. J'avais 3 frères, j'étais la préférée de mon père. Mes frères avaient tous arrêté leurs études très tôt, mais ils s'étaient lancés dans le commerce. On peut dire que nous étions une famille financièrement aisée. Quant à moi, j'étais doué pour les études, et mes parents m'avaient toujours soutenu dans cette voie. J'étais sur le point de terminer le lycée et d'intégrer une école d'infirmière. Juste en face du lycée, il y avait un restaurant de 3 étages. On y allait souvent entre amis après les cours pour y manger. C'est là que Salim m'avait vu pour la première fois. Il était le fils unique et le seul enfant du propriétaire du restaurant. Il assurait lui-même la gestion. Il avait 3 ans de plus que moi, travaillait dur et était très poli. C'était toujours lui qui venait à notre table à la place des serveurs pour prendre les commandes. À chaque fois qu'il déposait mon assiette devant moi, sa main tremblait légèrement. Mes amis, Dalila et Rabia, l'avaient bien remarqué, et à chaque fois qu'ils l'apercevaient dans les parages, elles me taquinaient en disant « Hé, voilà ton admirateur, il s'approche en tremblant. » Pour être franche, Salim me plaisait aussi. Il avait beaucoup de charme, et il semblait être quelqu'un de correct, très sérieux dans son travail. Avec le temps, je faisais tout mon possible pour continuer à aller au restaurant avec mes amis. À chaque fois que j'y étais, on se disait bonjour, au revoir, bon week-end, comment allez-vous ? On échangeait quelques phrases courtes innocemment. Cela durait depuis des mois. Un jour, en rentrant chez moi, je tombais sur une petite feuille pliée dans mon sac à main. Vous allez sûrement trouver ça dépassé et un peu ridicule, mais c'était une lettre. Salim m'y expliquait qu'il souhaitait me rencontrer en dehors de son travail. Il disait que c'était la première fois qu'il voulait faire la connaissance d'une cliente, que ses intentions étaient innocentes et qu'il ne cessait de penser à moi. Il avait laissé son numéro de téléphone. Je ne voulais pas l'appeler. Je préférais lui répondre de la même manière par lettre. Le lendemain, en sortant du lycée, je commençais à écrire tout excité une lettre que je pliais en tout petit. Salim paraissait abattu. Il avait l'air gêné et n'osait pas me regarder. Je me disais qu'il attendait peut-être un appel de ma part et qu'il était déçu et que c'était pour ça. Je décidai alors de le regarder et discrètement, je lui montrai ma lettre avant de la glisser sous mon assiette. Les yeux de Salim s'illuminaient aussitôt. En sortant du restaurant avec mes amis, j'apercevais Salim au coin d'une rue. Je me séparais de Dalia et Rabia et m'avançai d'un pas hésitant vers lui. Il baissait la tête et me regardait timidement. Quand j'arrivais devant lui, il me disait qu'il était accro à moi, qu'il voulait qu'on se voie en dehors de son travail et qu'il serait sérieux avec moi si je le voulais bien. Je lui répondis oui, puis je partais presque en courant comme si je fuyais. Après ce jour, à chaque sortie du lycée, on se retrouvait dans cette même rue, même si ça ne durait parfois que 5 minutes. Malheureusement, mes grands frères avaient fini par apprendre que je voyais Salim. Comme on était une famille très connue dans notre petite ville, beaucoup de gens suivaient ce qu'on faisait. Ce jour-là, au restaurant, je ne voyais pas Salim. Je demandai alors au chef de salle, le plus âgé des employés, que j'appelais tonton Hamid, s'il était là. Il me répondit que Salim s'était fait horriblement battre dans la rue par 3 types et qu'il ne viendrait pas aujourd'hui. Je rentrais chez moi, mes grands frères m'attendaient. Ils n'auraient jamais osé lever la main sur moi. Je leur dis avec tout le courage que j'avais que j'aimais Salim et qu'on comptait se marier. Mon père, de son côté, avait dit à ma mère qu'il ne voulait pas parler de ça avec moi et qu'il fallait d'abord que je termine mes études. Pour faire court, ma mère me demandait d'oublier Salim et de me concentrer sur l'école. Je pensais que Salim aurait renoncé à moi après tout ça, mais il se montra bien plus obstiné que je ne l'aurais cru. Il se présentait devant mon lycée en béquille. Je courus vers lui. J'avais jeté mes bras autour de son cou. Je m'excusais sans arrêt. Salim me souriait. Il disait que ce n'était pas de ma faute et qu'il voulait venir ce week-end avec son père pour demander ma main. Son père avait alors annoncé à mon père son souhait de venir nous voir, mais mon père avait refusé. Une semaine plus tard, le père de Salim avait réessayé, mais encore une fois, mon père refusait. Les 2 pères restaient bornés. Un jour, le père de Salim était venu voir mon père pour lui parler poliment. Il lui avait dit qu'il comprenait sa position et qu'il ne voulait pas qu'on se marie tout de suite. Il voulait simplement qu'on se fiance, et même s'il le fallait,
Ils étaient prêts à attendre plusieurs années. On s'était fiancés. J'avais terminé le lycée et commencé l'école d'infirmière. Les parents de Salim et les miens se rendaient régulièrement visite. Ils étaient devenus de bons amis. À la fin de mes études, moi et Salim, on s'était mariés. Je n'avais pas encore commencé à exercer mon métier. On était financièrement à l'aise. On voulait avoir un enfant. Pendant plusieurs années, malgré des consultations chez différents spécialistes, les médecins avaient fini par dire à Salim qu'il ne pourrait malheureusement jamais être père. Mais ce n'était pas important pour moi. J'aimais mon mari et je lui avais proposé qu'on puisse peut-être adopter un enfant. Mais on ne voulait rien précipiter. C'était une décision qui demandait beaucoup de réflexion et de responsabilité. On préférait laisser le temps faire les choses. Au bout de 15 ans de mariage, tout avait changé. Mon époux ne se rendait plus au restaurant que le soir, juste pour vérifier la comptabilité. Le chef de salle, tonton Hamid, avec ses presque 30 années de service irréprochable, gérait seul tout le restaurant. Salim passait la plupart de son temps avec moi. On avait un petit jardin dans lequel on cultivait un potager, et c'était lui qui s'en occupait. On n'avait ni besoin de ses fruits, ni de ses légumes, ni pour la maison, ni pour le restaurant. Mais ça le rendait heureux de les voir pousser. Mais la tranquillité et le bonheur de Salim l'avaient quitté. Au début, il était simplement pensif, souvent ailleurs. Puis, peu à peu, il se figeait dans ses pensées. Si je ne l'interpellais pas, il pouvait rester des heures sans bouger, les yeux fixés sur un point invisible. Les cauchemars commencèrent peu après. En pleine nuit, il poussait des cris déchirants et j'avais un mal fou à le réveiller. À plusieurs reprises, il m'avait attrapé par le cou pendant son sommeil. Quand il s'était mis à parler seul et à voir des choses qui n'existaient pas, je compris que la situation était grave. Je ne voulais pas alarmer mes beaux-parents, mais je finis par convaincre Salim de consulter un psychiatre. Aucun trouble précis n'avait été identifié. On nous orienta vers un neurologue. On repartit avec une simple ordonnance de calmant. Selon eux, Salim souffrait d'un stress intense, rien de plus. Les calmants n'avaient eu aucun effet sur mon époux. Salim s'éloignait de moi un peu plus chaque jour. Il passait la plupart de son temps au travail, ne rentrait à la maison que pour dormir. Chaque fois que je lui demandais ce qui n'allait pas, il me répondait simplement qu'il s'ennuyait à la maison, qu'il préférait aller au restaurant pour se changer les idées. Je ne voulais pas le brusquer, alors je lui laissais de la liberté. Je me disais qu'il avait besoin de temps pour sortir de son mal-être, que les médicaments finiraient par faire effet, qu'il fallait juste que je patiente encore un peu. Un jour, j'avais décidé d'aller chez mes parents leur rendre visite. Et sur le chemin du retour, je m'étais dit que je pouvais passer par le restaurant pour voir Salim. Je regardais autour de moi, mais je ne le voyais pas. Je voulais demander à tonton Hamid s'il savait où était Salim, mais avant même que je n'ouvre la bouche, il me dit avec son sourire habituel « Bienvenue ma fille, vous êtes venus tous les deux ?» Je restais figé. « Non, je suis seul tonton, Salim n'est pas ici. » Il parut surpris, puis répondit « Non ma fille, il vient toujours les soirs. Quand je t'ai vu, j'ai cru qu'il était avec toi. » Il se rendit sans doute compte qu'il avait dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Pour ne pas éveiller ses soupçons, je pris une grande inspiration et répondis avec un sourire forcé. J'étais de sortie, Salim m'avait dit qu'il passerait peut-être s'il arrivait à se libérer. J'ai pensé que je pouvais le rejoindre ici. Je sentais mes mains trembler, mes pieds aussi, mais je gardais mon calme. Je sortis du restaurant et rentrai directement chez moi. En pleine nuit, Salim finit par rentrer. J'étais allongé sur le lit. Je faisais semblant de dormir. J'attendais qu'il vienne me rejoindre. Mais le temps passait et il ne montait pas. Au bout d'un long moment, je me levai et allai voir. Il s'était allongé sur le canapé du salon. Je le regardais de loin, le cœur serré. Je me disais que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Quel était son problème? Qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait que je le confronte d'une manière ou d'une autre. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Juste au moment où mes paupières commençaient enfin à se refermer, j'entendis la porte claquer. Je me levai d'un bond. Je portais encore mon pyjama, j'enfilai rapidement un parka, pris les clés de ma voiture, mis mes chaussures et sortis aussi vite que possible. À peine dehors, j'aperçus Salim qui venait de s'installer dans sa voiture. J'ouvris discrètement la portière de la mienne et m'installai à l'intérieur. Lorsqu'il démarra, je mis le contact à mon tour et me mis à le suivre en lui laissant un peu d'avance. Il quitta le centre-ville, traversa un quartier pauvre en périphérie, un endroit où je savais qu'aucun de ses amis n'habitait, et continua sa route sans s'arrêter.
Finalement, il s'arrêta devant une vieille baraque isolée à l'aspect délabré. Salim descendit, s'approcha de la porte et frappa. Quelques secondes plus tard, une femme lui ouvrit. Elle semblait avoir au moins 10 ans de plus que moi. Sans hésiter, elle passa ses bras autour de son cou comme si elle l'attendait, puis elle le fit entrer à l'intérieur. Je tombais de haut. L'homme que j'aimais, avec qui on s'était marié dans le bonheur, me trompait, alors que je croyais qu'il traversait simplement une période de mal-être. La colère montait en moi comme une marée brutale. C'était comme si je venais de recevoir une gifle en plein visage. Mes mains tremblaient, mes jambes aussi. Je descendais de la voiture, le cœur battant à tout rompre. J'avançais vers cette maison, prête à le confronter, à lui demander des comptes, à lui cracher ma douleur en plein visage. Je voulais qu'il voie ce qu'il m'avait fait, qu'il comprenne l'ampleur de sa trahison. Et surtout, j'étais décidé à le quitter. Je courus jusqu'à la porte et frappai de toutes mes forces. J'étais hors de moi. « Sors Salim, sors vite, sors tout de suite !» criai-je. Après un court silence, la porte s'ouvrit. Salim apparut, le visage calme. Derrière lui, une femme tenait un bébé serré contre elle et mitouflé dans un tissu. Elle le berçait en murmurant « Chut, chut, mon bébé dort !» Salim se tourna vers elle. « Rentre à l'intérieur, je m'en occupe », dit-il doucement. Elle obéit sans dire un mot. Il sortit et referma la porte derrière lui. Moi, j'étais là, bouillonnante de rage, de douleur, de dégoût. Je me mis à hurler, à lui crier dessus, à lui demander des comptes. Je m'attendais à des mensonges, à des excuses, à des supplications, mais il ne fit rien de tout cela. Il me regarda droit dans les yeux, sans aucune émotion, et me dit d'un ton presque neutre. « J'aurais préféré que tu ne la prennes pas comme ça. J'allais te le dire, mais je trouvais jamais le bon moment. Lamia, je me suis marié avec Rika, et on a eu un enfant ensemble. » Je restais figé, le souffle coupé. Comment pouvait-il me dire ça? Comment sans honte, sans tristesse? Mais de quoi tu parles, Salim? Quel mariage? On n'a pas divorcé, toi et moi. Comment as-tu pu te marier? Et cet enfant? Les médecins ont été clairs. Tu ne peux pas être père. Elle te manipule, reprends tes esprits. Je n'étais plus moi-même. Ma voix tremblait, mes mains aussi. Tout en moi vacillait. Mais lui, il restait de marbre. Aucun frémissement sur son visage. Pas de honte, pas de gêne, rien. Écoute, Lamia, je suis désolé de te rendre triste. Mais je n'y peux rien. J'aime Rika plus que tout au monde. Je veux vivre avec ma femme et mon enfant. Je te laisse tout ce que j'ai. Je viendrai un jour chercher mes affaires et entamerai la procédure de divorce. Je ne veux rien, juste mes vêtements, c'est tout. Et sans un mot de plus, il tourna les talons, rentra dans la baraque et referma la porte. Je restais là, figé, bouche bée. Mon cœur était broyé. Je ne savais plus si je devais pleurer, hurler, m'effondrer ou courir. Les larmes embuaient ma vue. Je me mis à courir vers ma voiture, incapable de respirer normalement. En montant, je réalisais à quel point cet endroit était isolé. Peu de maisons, très peu de gens dehors. Ceux que j'avais croisés s'étaient déjà enfermés chez eux, comme si on leur avait dit de ne pas se mêler de ce qui se passait ici. Une vieille dame, sortie de nulle part, attrapa doucement mon bras. « Viens ma fille, tu peux pas reprendre la route comme ça. Tu vas avoir un accident. Bois un verre d'eau. » Je pris le verre qu'elle me tendait, tremblante. Elle me regarda avec une tristesse sincère. « On a tous entendu la dispute. Qu'est-ce qui s'est passé ?» dit-elle d'une voix douce, puis elle ajouta plus bas, comme une confidence. « Je veux juste te donner un seul conseil de grand-mère. Évite à tout prix cette femme. Elle est dangereuse. Tu ne t'en sortiras pas indemne. Elle n'est pas normale, elle n'est pas humaine. » Je crus qu'elle parlait d'une femme instable, d'une manipulatrice. Je la remerciai doucement, me levai avec difficulté et pris la route. Mais il m'était impossible de rentrer chez moi dans cet état. Alors, sans trop réfléchir, je décidai d'aller chez mes beaux-parents. Mon beau-père ouvrait la porte, il souriait, content de me voir et me souhaitait la bienvenue. J'entrai dans la maison et m'asseyais sur le canapé. Ma belle-mère me regardait attentivement. Sur mon visage, elle voyait bien que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que t'as, ma fille? Y a un problème ?» Je ne savais pas comment commencer, par quoi, mais les mots sortaient d'eux-mêmes. « Est-ce que vous saviez que Salim avait une autre relation ?» Il me fixait, abasourdi. Mon beau-père fronçait les sourcils, visiblement troublé. « Qu'est-ce que tu racontes? Quelle relation ?» « Papa, je revenais de sa deuxième maison. Une femme, Rika, disait qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient eu un enfant. » Je craquais, les larmes coulaient toutes seules. Ma belle-mère portait une main à sa bouche. Elle tremblait au bord de l'évanouissement.
Mon beau-père, en colère, prenait son téléphone et composait plusieurs fois le numéro de Salim, mais il ne répondait jamais. J'apprenais aussi qu'il ne passait plus les voir depuis un moment. Il pensait que Salim était absorbé par son travail. Il n'avait rien remarqué, rien deviné, il ne s'était douté de rien. Mon beau-père me demandait l'adresse, disait qu'il irait lui-même le chercher, qu'il le traînerait s'il le fallait. Mais moi, j'étais trop fier, je ne voulais pas qu'on me défende à ma place. Salim faisait ses choix, et moi, je ne pouvais pas fermer les yeux. Je retournais chez moi, le cœur en morceaux. Je ne voulais pas en parler à mes parents. Je n'étais pas prête. Je savais qu'ils aimaient Salim comme leur propre fils. S'il apprenait la vérité, il s'effondrerait. Je ne voulais parler à personne. Les jours passaient, puis les semaines. Je ne sortais plus. Je restais enfermé, sans force, sans goût pour rien. Je ne mangeais presque plus. Heureusement, je pouvais encore commander quelque chose à grignoter à la supérette du coin. Sinon, j'aurais fini par m'éteindre. Je ne faisais plus le ménage, je me négligeais. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais pris une douche. Tout m'échappait. Mes beaux-parents passaient parfois. Ils s'inquiétaient, essayaient de me redonner courage. Mais je ne répondais que par des silences. Un soir, alors que j'étais allongé dans le noir sur le canapé, j'entendis frapper à la porte. Je pensais que c'était eux. Je me levai à contre-cœur pour ouvrir. Mais quand la porte s'ouvrit, je restai figé. C'était Rika. Elle tenait son bébé contre elle, enveloppé dans le même tissu que la première fois. Elle le berçait, murmurant « Chut, chut, maman est là, mon bébé ». Je voulais fermer la porte aussitôt, mais elle posa brusquement son pied pour m'en empêcher. Elle me poussa, entra dans la maison sans ma permission, comme si elle y avait toujours vécu. Elle regarda autour d'elle avec un air de mépris. Puis elle dit « C'est pas étonnant que Salim t'ait quitté. Tu ne fais même pas le ménage. Regarde l'état de ta maison. Tu devrais avoir honte. » La colère me gagnait. Si elle n'avait pas eu son bébé blotti contre elle, je me serais jeté sur elle. Je serrais les dents et lui lançais. « De quel droit tu mets les pieds chez moi? Sors tout de suite, allez. » Elle haussait les épaules, l'air moqueur. « T'inquiète pas, je suis pas si intéressé par cette porcherie. Salim est juste trop gentil. Il n'a même pas osé te demander pourquoi tu n'es pas venu à l'audience du divorce. Tu n'as pas reçu la convocation? Pourquoi t'es pas venu? Je n'ai rien reçu. Et même si j'avais reçu quelque chose, ça ne te donne aucun droit de venir ici. Dégage d'ici avant que j'appelle la police. » Elle me regarda avec un sourire froid. « Tu peux résister autant que tu veux. Salim ne veut plus de toi. T'as même pas un peu d'amour propre. Tu t'accroches comme si ça allait changer quelque chose. Si t'acceptes de ne plus t'obstiner, tu pourras dormir tranquille. Sinon, je serai ton pire cauchemar. » Et comme elle était venue, elle tourna les talons et quitta la maison. Quant à moi, j'essayais de contenir ma rage. Mes mains tremblaient. Je refermai la porte si violemment que le claquement me fit mal aux oreilles. Je tombai sur le canapé, incapable de parler, la gorge nouée. J'étais tellement énervé que je pleurais pendant des heures. Puis on frappa à la porte. Mon cœur se serrait. J'étais persuadé que c'était encore elle. Je bondis, ouvris avec violence. Mais ce n'était pas elle. C'était ma mère. Et derrière elle, ma belle-mère. Je restais figé. Je ne savais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas du tout à leur venue. Je m'asseyais en silence, recroquevillé dans un fauteuil. Leur visage portait une tristesse profonde. Ma mère s'approcha de moi, me prit dans ses bras. « Oh ma pauvre fille, pourquoi tu nous as rien dit? Si ta belle-mère ne nous avait pas parlé, on n'aurait jamais deviné ce que tu traversais. » Je ne répondis pas, mais quand elle me serra à nouveau dans ses bras, mes larmes revenaient, comme une vague que je ne pouvais plus contenir. Ma belle-mère, elle, restait debout, tenant la porte ouverte. Elle regardait fixement dehors sans bouger. Quand je repris un peu mes esprits, je dis « Ferme la porte s'il te plaît, on s'est assez donné en spectacle comme ça. » Mais elle ne répondit pas, elle continuait à fixer l'entrée. Je me levai alors, intrigué, et venais voir à mon tour. Là, juste devant la porte, il y avait une sorte de substance transparente dessinant un cercle parfait, presque invisible. Mais au centre, une éclaboussure rouge foncé tranchait nettement avec le sol. Une odeur d'œuf pourri flottait dans l'air. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je touchais la substance translucide. Elle était huileuse, et la poussière dans l'air révélait des symboles étranges, presque gravés dans le vide. Ma belle-mère se tourna lentement vers ma mère. « C'est pas normal. Tu crois pas que quelqu'un a pu jeter un sort contre cette maison ?» Ma mère s'approcha, toucha elle aussi cette matière étrange, puis hocha la tête. « C'est possible, moi aussi ça me dépasse. » Sans attendre,
Ma belle-mère entra et se mit à fouiller toute la maison. Ma mère, elle, restait à côté de moi, inquiète. Je ne comprenais pas ce que l'autre cherchait. Puis elle se tourna vers moi, les yeux graves. « Cette femme est bienvenue aujourd'hui ici, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête. « Oui, elle est venue. Comment tu le sais ?» Elle soupira. « Ton beau-père a essayé d'appeler Salim toute la journée. Il ne répondait pas. On s'est inquiété. Alors on a commencé à poser des questions sur cette femme, sur où elle vivait, qui elle était. Et personne ne savait rien. Alors on a engagé quelqu'un. » Je la regardais, confuse. « Et alors, qu'est-ce que ça change ? Salim a fait son choix. Il veut divorcer. J'ai même pas été informé, j'ai raté l'audience. Et cette femme, elle est entrée ici comme si c'était chez elle. » Ma mère était tellement énervée et dans une détresse profonde qu'elle jeta une bédoie, un souhait de malheur à l'encontre de cette femme. Ma belle-mère me dit « Non ma fille, il y a des choses pas normales. » Elle dit qu'ils ont eu un enfant. Tu connais la situation médicale de Salim. Cette femme manigance quelque chose. On a bien fait de faire des recherches sur elle. Il y avait dans ma jeunesse une femme qui s'appelait Fifka. Elle lisait soi-disant l'avenir. Elle dupait les personnes vulnérables. Elle leur faisait des filtres d'amour. Et pour celles qui la consultaient à propos de leurs problèmes de couple, elle leur lançait des sortilèges de liaison. Moi, j'avais peur d'elle. Car avec le temps, certaines personnes l'avaient démasquée. Et elle était appelée par beaucoup la sorcière. Elle a disparu un jour. D'après ce que j'avais appris, beaucoup de personnes ne voulaient pas qu'elle reste près d'eux, même si elle avait essayé de s'imposer. Rika est la petite fille de Fifka. Je dis à ma belle-mère, « Maman, je peux rien dire au sujet de l'enfant. Ce que tu dis ne change rien. » Salim m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il ne voulait plus de moi, qu'il aimait cette femme et qu'il voulait divorcer. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux pas mettre ma fierté de côté. Elle me répondit, « Mais ma fille, tu ne vois pas les symboles sur ta porte? Écoute-moi, il faut qu'on se débarrasse des maléfices qui pèsent sur ton couple. » Je n'avais plus la force de les écouter, ni même d'espérer quoi que ce soit. D'après ce qu'elle disait, c'était Rika qui venait plusieurs fois au restaurant la nuit, au moment où Salim y était pour mendier. Salim avait eu pitié d'elle et il l'avait aidée à plusieurs reprises. Puis, il s'était épris d'elle. Ma mère, en voyant l'état dans lequel j'étais, se mit à pleurer. Moi, sa seule fille qui prenait tant soin de son apparence, j'étais négligé, méconnaissable. Elle avait tout fait pour me ramener chez elle. Mais je refusais, je voulais rester chez moi. Alors, ma mère décida de rester à mes côtés. Ma belle-mère, elle aussi, choisit de rester. Je me retirai dans ma chambre et ma mère, avec elle, se mit à faire le ménage chez moi. J'avais pris un somnifère pour dormir. Même si je faisais énormément de cauchemars, je ne m'en souvenais plus au réveil. Cette nuit-là, je m'étais réveillé en sursaut. Des pleurs de bébé m'avaient tiré du sommeil. Comme j'étais à moitié éveillé, je ne savais pas si ces pleurs étaient réels ou issus d'un rêve. Assis sur mon lit, je me frottais les yeux. J'entendais encore ce bébé pleurer. Je me demandais si ces pleurs venaient des voisins. Mais ils reprirent plus fort, et cette fois, j'étais certaine qu'ils venaient de l'intérieur de la maison. La peur me saisit. Est-ce que cette femme était revenue chez moi, me demandai-je. Je sortis rapidement de ma chambre pour aller au salon, mais il n'y avait personne. J'allumai la lumière. Ma mère et ma belle-mère n'étaient plus là non plus. La maison semblait vide. Pourtant, les pleurs continuaient, mais ce n'étaient pas des pleurs normaux. Ils étaient aigus, presque stridents. Pour en avoir le cœur net, j'ouvris la porte de la maison pour écouter si ces bruits venaient de chez les voisins. Mais non, les pleurs venaient bien de chez moi. Je retournai au salon, et là, je vis mon époux. Il tenait dans ses bras un bébé enveloppé dans des tissus, blotti contre lui. « Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es entré ?» demandai-je, mais Salim ne me répondait pas. Il chantait une comptine au bébé, puis il leva les yeux vers moi et dit « Chut, ne fais pas de bruit, tu vas réveiller mon fils. » Je m'approchai avec inquiétude. Salim me tendit le bébé, le visage attendri, et me dit « Regarde comment il est mignon. » Je ne pus vaincre ma curiosité. Je m'approchai et je soulevai le tissu qui cachait partiellement le visage. Ce que je vis me glaça le sang. Ce n'était pas un bébé, mais une sorte de viande pourrie, grouillant d'asticots. Je fus prise d'horreur. Je n'avais pas pu m'empêcher de crier. J'étais écœuré, au bord du vomissement. Salim bondit du canapé. Ses yeux étaient noirs, traversés de pupilles rouges luisantes. « Tu ne m'as pas donné d'enfant. Pendant des années, tu m'as fait croire que j'étais stérile. Regarde, je suis père. Rika m'a donné un fils. » Il s'avança vers moi en me montrant cette horreur.
Moi je reculais, terrifié. Je criais, je me débattis. Ma mère me tenait alors les bras et me disait « Réveille-toi ma fille, c'est un cauchemar, c'est rien ». J'ouvris les yeux, encore secoué. Je regardais autour de moi, confuse. Ma mère et ma belle-mère étaient à mon chevet. Elles essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. Mais moi-même, je ne savais pas ce que je vivais. Je ne savais pas quelles explications leur donner. Je me ressaisissais tant bien que mal. Je pense que je fais des cauchemars à cause du stress. Leur dis-je, ma belle-mère alla chercher une petite vieille bourse. Elle me dit « Ta mère l'a ouverte accidentellement. Il faut qu'on montre ça à un connaisseur. » Elle me montra l'intérieur de la bourse. Il y avait quelques petits morceaux d'os, une fine cordelette attachée et quelques cheveux. Je ne savais pas ce que c'était. Les yeux pleins d'interrogations, je demandais « Qu'est-ce que c'est que ça, maman ?»« Je ne sais pas, ça doit être un objet de sorcellerie. » Me répondit-elle. La dépression dans laquelle je sombrais m'empêchait de réfléchir clairement à ce que je vivais ces derniers temps. Et voir ma mère et ma belle-mère tout liés à la sorcellerie m'énervait au plus haut niveau. « S'il vous plaît, vous allez pas me dire que Salim m'a quitté pour aller avec cette femme à cause de la sorcellerie ?»« Calme-toi ma fille, » répondit ma mère. « Et qui voudrait venir tracer des symboles sur ta porte? Qui viendrait déposer un objet comme celui-là chez toi? Peut-être qu'il y en a d'autres ici qu'on n'a pas encore trouvés. Regarde-toi, regarde l'état dans lequel tu es. Et regarde Salim, vous n'êtes plus les mêmes. Il y a bien des raisons à tout ça. Dis-moi, quand est-ce que tu t'es lavé pour la dernière fois? Est-ce que tu trouves ça normal ?» J'étais très énervé. Les larmes coulaient sur mes joues. Mon époux était parti avec une autre femme. Il affirmait même avoir un enfant avec elle. Il m'avait quitté, je n'en pouvais plus. Je criais de toutes mes forces, puis je rentrai dans ma chambre à coucher, et je n'en sortis plus. Personne ne semblait comprendre à quel point je souffrais. Je ne vivais plus que grâce aux médicaments. À chaque fois que j'essayais de fermer les yeux, j'entendais ce maudit bruit, ces sortes de pleurs de bébé. J'étais sur le point de perdre la tête. J'avais consulté un médecin qui m'avait prescrit une poignée de comprimés. Il disait que c'était normal avec ce que j'avais vécu. Je devais prendre régulièrement mes médicaments en temps et en heure. Je ne voyais plus mes parents, ni mes beaux-parents. Je ne savais même plus ce que Salim était devenu. J'avais perdu l'appétit, et avec lui une grande partie de mon poids. Mes cheveux tombaient par poignées. Je n'arrivais même plus à passer le peigne. Mon corps s'effondrait lentement, comme mon esprit. Un jour, alors que la faim me tirait cruellement le ventre, j'ouvris machinalement la boîte à pain. Il ne restait qu'un vieux morceau rassis couvert de moisissures vertes et bleutées. J'allais le jeter, mais au moment où je le pris entre les mains, une odeur étrange me frappa, salée, presque appétissante. Mes yeux fixèrent ce pain immonde comme s'il s'agissait d'un festin. Je n'arrivais pas à résister, je mordis dedans. La moisissure fondit sur ma langue avec une saveur inexplicablement délicieuse. C'était à cet instant précis le meilleur pain que j'avais jamais mangé. Une part de moi hurlait d'arrêter, de jeter cette abomination. Mais une autre, plus forte, m'ordonnait de continuer. J'engloutis tout. Lorsque je réalisais ce que je venais de faire, mes mains tremblaient. Je m'essuyais la bouche, écœuré, horrifié. Je courus à la salle de bain, me ruai vers le lavabo. Mais à peine l'eau avait-elle effleuré mes mains qu'une douleur fulgurante me transperça. Une brûlure profonde, comme si l'eau m'écorchait la peau. Je regardais mes mains, elles étaient devenues rouges, presque violacées. Je me mis à pleurer. Un bruit sec retentit. Le vase du salon venait de tomber. Je sursautai violemment. En courant dans le salon, je vis la table basse légèrement déplacée, le vase fracassé à ses pieds. Je scrutai la pièce, l'obscurité oppressante alourdissant chaque ombre. Puis, je sentis une présence derrière moi. Une ombre grandissait. Je me retournai, elle était là. Une silhouette sombre, humanoïde, déformée, dont les bras s'allongeaient lentement vers moi. Je restai figé. Ses mains m'agrippèrent par les épaules, glaciales et écrasantes. Mon corps fut pris de violentes secousses, comme si je faisais une crise. Mes muscles se tendaient, mes membres ne m'obéissaient plus. La douleur m'assaillait de toutes parts, je voulais crier, mais ma voix était étranglée. Seules mes larmes glissaient sur mes joues. Mon corps me trahissait, je perdais connaissance. Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais dans mon lit. Je me redressai lentement, paniqué, les yeux balayant la pièce. Comment étais-je revenu là? Avais-je rêvé? Était-ce encore un cauchemar? La frontière entre le réel et l'imaginaire était devenue floue, brumeuse, presque insupportable.
Depuis combien de temps étais-je enfermé dans cette maison? Je ne le savais plus. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Salim m'avait trahi. Il avait choisi une autre femme. Devais-je rester là à pleurer sur mon sort, m'éteindre jour après jour? Non. Je devais me relever, me prouver à moi-même que ce n'était pas moi la perdante, c'était lui. Je fonçai dans la salle de bain, entrai dans la baignoire et ouvris l'eau chaude. Je restai sous l'eau pendant plusieurs minutes. C'était très éprouvant au début. Puis je me sentis apaisé, je me sentais mieux. Je mis ma plus belle nuisette neuve que je n'avais jamais portée. C'était un douloureux rappel que rien ne durait éternellement et que je valais plus que cette nuisette. Je regardais mes ongles, ils avaient énormément poussé. Je les coupais au-dessus d'un cendrier. Avec mon téléphone, j'appelais une femme de ménage qui avait déjà travaillé pour moi. Je lui demandais « Est-ce que t'es dispo pour un nettoyage de fond en comble? J'ai besoin de tes services. » Elle me répondit qu'elle n'était pas libre pour le moment, mais que si c'était urgent, elle pouvait m'envoyer une de ses collègues. Je regardais ma montre. Il était encore tôt. Je pris les clés de ma voiture et sortis dehors. Il y avait pas loin un avocat devant lequel je passais souvent. Je lui expliquai la situation et lui dis que je ne voulais plus jamais revoir cet homme, que je lui donnais toute procuration pour qu'il s'occupe du dossier. Je voulais divorcer au plus vite. Ça m'avait pris 1 heure. Je rentrai chez moi et passai un coup de fil à ma mère. Je lui expliquai ce que j'avais fait, mais elle me répondit « Tu devrais lui donner une deuxième chance ». Mes parents n'avaient toujours pas renoncé à Salim, malgré son absence. Cette situation m'énervait. Avant de sortir de la maison, j'avais coupé mes ongles au-dessus du cendrier, mais ils avaient disparu. Je dis à ma mère « Je dois raccrocher maman, je viendrai tout à l'heure et on en reparlera ». Je regardais le cendrier avec inquiétude. J'étais sûr que mes ongles s'y trouvaient, mais ils avaient disparu. Quelque chose ne tournait pas rond. Quelqu'un d'autre m'aurait sûrement prise pour une folle. Ce n'était pas important après tout, ce n'était que des ongles. Mais seuls ceux qui ont vécu ce genre de choses peuvent comprendre. Je n'étais pas folle. Il fallait d'abord que je me le prouve. Avec mon téléphone, je trouvais sur Internet une société de sécurité qui pouvait m'installer des caméras de surveillance chez moi. Je sortis de chez moi et me rendis chez mes parents. Sans donner trop de détails, je leur expliquais. Je vais me reprendre en main. Une femme de ménage va nettoyer la maison. Tant que tout ne sera pas propre, je ne rentrerai pas chez moi. Je passais la nuit chez mes parents. Mes grands frères aussi vinrent me voir. Je leur racontais tout. Ils étaient choqués. Ils avaient tellement aimé Salim qu'ils l'avaient considéré comme leur propre frère. Mon père, lui, l'avait vu comme un fils. Ils étaient tombés de haut. Mes frères me dirent « Laisse-nous faire, on va aller lui parler. » Mais je les dissuadai immédiatement. Surtout pas, si vous allez le voir, je ne vous parlerai plus. Ma mère m'avait préparé la chambre d'invité pour que j'y dorme. Alors que j'étais dans mon lit, elle était venue prier pour moi. Ce genre de réaction, de ma mère comme de ma belle-mère, m'énervait énormément. Je serrais les dents, je ne voulais pas la vexer. Ma mère me dit « Tu as le mauvais œil sur toi, ma fille ». Puis elle quitta la chambre. Le jour suivant, je retournai chez moi. La femme de ménage était venue. Elle restait bouche bée. Je lui dis de bien prendre son temps, qu'elle pouvait éventuellement venir 3 ou 4 jours et que si besoin, je la paierais davantage pour son travail. La société de surveillance envoyait un installateur. Je lui demandai d'installer des caméras partout, jusqu'à la salle de bain. Il me regarda comme si j'étais folle, mais il ne broncha pas. Après tout, c'était son travail. Quand la femme de ménage me demanda ce qu'il se passait, je répondis simplement que j'avais fait remplacer les câbles électriques. Je ne voulais que personne d'autre que la société de surveillance soit au courant. Je pouvais vérifier à n'importe quel moment, depuis mon téléphone, tout ce qui se passait dans la maison. Madame Shadia, la femme de ménage, revint le 2e jour. Pendant qu'elle travaillait, j'essayais de reposer ma tête en lisant un livre et en buvant un café. Elle s'approcha de moi, hésitante, et dit « J'ai trouvé quelque chose, madame. Vous voulez venir voir, s'il vous plaît ?» Je pensais qu'elle avait probablement trouvé une souris ou un autre animal peut-être mort dans un coin. Il régnait une odeur tellement forte dans la maison, une odeur de pourriture. Elle me mena vers la chambre qui servait de bureau à Salim. À peine entrée, une odeur nauséabonde me frappa. Madame Shadia avait ouvert toutes les fenêtres pour aérer. Elle me montra le pot de fleurs posé derrière la table de bureau, puis elle dit « Madame, regardez, le bois sous le pot est pourri. Je pensais qu'il y avait un trou dans le pot, que l'eau avait coulé et abîmé le parquet. » Je regardai de plus près. Une grande partie du parquet semblait pourri.
Un objet lourd aurait suffi à casser toute la zone. Un morceau de bois se soulevait. Je demandai une paire de gants à Madame Shadia. Puis je décalai le bois mal fixé. Je m'attendais à trouver un animal ou un nid d'insectes nuisibles. Mais non, sous le parquet, je découvrais un espace rempli d'œufs. Des œufs comme un œuf de poule, mais couverts de symboles étranges. Je bloquai ma respiration, pris un des œufs dans ma main et l'examinai. Un dessin d'un œil figuré, entouré d'une écriture que je ne comprenais pas. Quand Madame Shadia vit l'œuf entre mes doigts, elle poussa un cri. Elle tourna les talons, je la suivis et lançai. « Attendez, Madame Shadia, ne partez pas comme ça !» Mais elle enfilait déjà ses affaires. « Je peux pas rester ici, madame. Quelqu'un vous a jeté un sort. Si je reste, je serai touché moi aussi. » Je lui attrapai le bras. « Au moins laissez-moi vous payer pour vos journées. » Elle refusa d'abord, mais je glissai l'argent dans ses mains tremblantes. Elle ne se retourna même pas. Elle quitta la maison presque en courant. Je restai seul. J'appelai ma mère et ma belle-mère. Je ne leur expliquai rien. Je leur demandais juste de venir le plus vite possible. Ma belle-mère arriva la première. En entrant, l'odeur des œufs pourris s'était répandue dans toute la maison. « Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur infecte ?»« Attends, maman, » répondis-je. « On va attendre que ma mère arrive. Je vous montrerai à toutes les deux. » J'avais ouvert toutes les fenêtres, mais l'air restait irrespirable. Quand ma mère franchit la porte, je les emmenai dans la pièce. Je leur montrai les œufs sous le parquet. Elles récitèrent immédiatement l'invocation du refuge, puis m'adressèrent un regard grave. « T'aurais jamais dû toucher à ces œufs. » Ma belle-mère sortit sur le balcon, passa plusieurs coups de fil, puis revint. « J'ai trouvé quelqu'un. Mes amis m'ont dit que c'était le meilleur dans ce domaine. Il a accepté avec difficulté, mais il viendra. » Je savais que quelqu'un avait déposé ses œufs ici. Une partie de moi refusait de croire à la sorcellerie. Je m'en voulais de ne pas avoir installé les caméras plus tôt. Mais au fond, j'avais une idée. Salim n'avait jamais rendu le double des clés, et je soupçonnais cette Rika d'avoir encore accès à la maison. Je voulais porter plainte contre cette femme, mais je n'avais aucune preuve qu'elle soit entrée chez moi. Rien de concret. La seule chose à faire, c'était d'attendre le maître exorciste, le lacré. Peut-être qu'il trouverait un autre moyen de régler ça. Peut-être qu'il pourrait m'aider autrement. Ma belle-mère referma la porte du bureau et coinça un tapis en dessous pour limiter l'odeur de pourriture. On attendit dans le salon. Le temps nous parut une éternité. Puis enfin, on frappa à la porte. Un homme d'une 60aine d'années entra. Il était grand. Je n'avais pas su lui expliquer clairement ce que je vivais. Mais ma mère lui montra immédiatement le bureau en ouvrant la porte. L'homme entra, observa chaque recoin de la pièce, puis déclara « Je sens la présence d'une entité sombre ici. La situation est bien plus grave que vous ne l'imaginez. Il y avait dans cette maison quelque chose qui échappait aux lois physiques. Une présence que mon esprit refusait d'admettre. Je sais exactement qui est responsable de tout ça. La maison regorge sûrement d'objets liés à la sorcellerie. Je ne peux pas intervenir ici, pas tout de suite. Le travail doit commencer ailleurs. Je vais emmener les œufs avec moi, je m'en occuperai chez moi. » Il me fixa un instant, puis dit « Tu es en danger, mais tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un d'autre. C'est ton mari. » « Comment ça en danger? Salim a choisi cette femme. Il m'a quitté pour elle. Pourquoi il serait en danger? » Je venais d'apprendre que cet homme s'appelait le maître Aref. Il me répondit calmement. « Ton mari n'est pas celui que tu as connu. Il n'est plus qu'une coquille vide. Il est envoûté. Il obéit aveuglement à celle qui le contrôle. Personne ne mérite une vie pareille. Et la sorcellerie qui l'enchaîne est liée à celle qui pèse sur toi. La délivrance de l'un dépend de l'autre. Tant que ces liens ne seront pas rompus, vous resterez prisonnier. » Ces paroles m'hypnotisaient. J'essayais de garder les idées claires. Mais mes paupières devenaient lourdes. Mes oreilles bourdonnaient. La seule chose que j'entendais encore, c'était ma propre respiration. J'essayais de me lever. Impossible. Mon corps refusait de m'obéir. Puis, le trou noir. Je ne me souvenais que d'une chose. Ma tête plongeait dans l'eau, puis relevée brusquement. Des gens s'agitaient autour de moi. On criait. Mes yeux restaient clos. Quand je les ouvris enfin, une brûlure intense envahit mon corps. Étaient-ce les feux de l'enfer, me demandai-je. Je me mis à gesticuler, prise de convulsions. J'étais dans une voiture qui roulait à toute vitesse. C'était le maître Aref qui conduisait. Il cria « Accrochez-vous !» Ma mère et ma belle-mère me tenaient fermement pour m'empêcher de me débattre. Ma respiration se faisait courte, déformée, comme celle d'un fauve en cage. « Où est-ce que vous m'amenez? Laissez-moi !» criai-je,
Je hurlais, je me débattais comme une possédée. Puis la voiture s'arrêta brusquement. Le maître Aref sortit, ouvrit la portière, m'attrapa par les bras et me traîna dehors. J'essayais de m'enfuir, je grognais. De l'écume sortait de ma bouche. J'avais perdu tout contrôle. Ce n'était plus moi. 3 hommes sortirent de la maison et ils m'immobilisèrent. Le maître Aref leur fit signe de m'allonger sur la banquette. Je pensais, si seulement j'arrivais à me libérer, je leur ferais payer. On m'allongea. Le maître Aref commença à réciter des prières. En moi montait une rage violente, une envie de nuire incompréhensible. Un de ses assistants lui apporta un seau. Sans cesser de prier, il en versa le contenu sur mon corps tremblant. Un cri inhumain s'échappa de ma gorge. La brûlure se changea en apaisement. La colère s'évapora. L'envie de nuire disparut. Après 1 heure, je me sentais légère, calme, vidée. Je ne réalisais pas tout de suite ce qui venait de se passer. Le maître Aref s'éloigna vers la maison. Autour de moi, ma mère et ma belle-mère pleuraient dans les bras l'une de l'autre. Ma mère courut vers moi, m'enlaça, le maître revint et s'approcha. « Qu'est-ce qui m'est arrivé, maman ?» demandai-je. Elle se tourna vers le maître Aref pour qu'il me réponde. « Quand je suis entré dans ta maison, ils m'ont vu comme une menace. Ils t'ont attaqué et possédé. » dit-il. « Je comprends pas. De qui vous parlez ?» demandai-je troublé. « Je parle des djinns de cette femme. Je ne sais pas ce dont tu te souviens, mais tu avais commencé à te faire du mal. Il fallait t'emmener ici au plus vite. Je les ai chassés de ton corps. » Ces mots étaient difficiles à croire. Mon esprit trop rationnel résistait. Mais ce que je venais de vivre avait tout remis en question. Une vague d'émotion me fit fondre en larmes. « Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ?» demandai-je. Je lui racontai que j'étais une femme ordinaire, que je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. À qui avais-je fait du mal pour mériter ça? Le maître me répondit. « Le malheur n'est pas une personne. Cela ne dépend ni du mérite ni de la faute. C'est une épreuve. Et de cette épreuve, tu dois tirer une leçon pour mieux te protéger. Je connais la famille de cette femme. Une famille maudite. Les djinns qui les suivent ne sont pas ordinaires. Ce sont des ifrites liés à un vieux pacte. Tous les membres de cette lignée ont disparu, sauf elle, Rika. C'est elle qui contrôle ton mari. Je croyais qu'elle vivait isolée, loin du monde. Il va falloir l'arrêter. Tu devras l'affronter. » J'étais perdu. Tout ce qu'il disait m'échappait. Le maître le comprit à mon regard. Il posa sa main sur mon épaule et dit doucement « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, Inch'Allah. » Je n'avais jamais cru qu'elle pouvait être aussi dangereuse, mais elle a goûté au pouvoir obscur. Elle ne va pas s'arrêter. « D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire ?»« Appelle ton mari. Dis-lui que tu veux divorcer, mais que tu veux le voir une dernière fois. S'il refuse, dis-lui que tu vas repousser le divorce s'il ne vient pas. Fais tout pour l'amener ici. » Avant même que je ne puisse répondre, ma belle-mère me prit les mains et dit « S'il te plaît, ma fille, sauve mon fils des griffes de cette diablesse. Je ne l'ai pas vu depuis des mois. » Elle se mit à pleurer. Je ne pouvais pas dire non. Je n'avais pas mon téléphone. Alors je pris celui de ma mère. J'appelai Salim plusieurs fois, pas de réponse. Je lui ai envoyé un message sur lequel j'avais écrit « J'ai quelque chose de très important à te dire sur le divorce. Il faut que tu m'appelles d'urgence. » Il m'appela quelques minutes plus tard et il dit simplement « Je t'écoute, fais vite. Je voudrais te voir demain, j'ai des conditions à te dire pour divorcer. » Il me répondit « Dis-le-moi au téléphone maintenant. » Non, pas comme ça. Je veux que tu sois en face de moi pour te les dire. Si tu viens pas, je ferai durer le divorce plusieurs années. Et ta soi-disant femme aura le statut de maîtresse. Et ton soi-disant fils sera illégitime. Après un court instant de silence, il me dit « Très bien, dans ce cas, je viendrai demain à la maison. » Non, pas comme ça. Je veux pas te voir dans ma maison. Je veux même pas que tu mettes un seul pied chez moi. Je t'enverrai l'adresse. C'est celle d'un de mes oncles. D'accord, je viendrai, dit-il, puis il raccrocha. Je lui ai envoyé l'adresse de Maître Aref. J'avais peur de passer la nuit chez moi. Alors je partis chez mes parents. J'étais inquiète. Je n'avais pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit jusqu'au matin. Au moment où je fermais les yeux, mon téléphone sonna. C'était Salim qui appelait. Je regardais l'heure, j'avais dormi à peine 2 heures. Il me dit « Je vais sortir maintenant, j'ai pas de temps à perdre. Il faut terminer au plus vite ce pourquoi je viens. » Je lui répondis « D'accord, je suis là-bas, je t'attends. » Puis j'allais prévenir ma mère que Salim était en route et qu'il fallait qu'on aille à la maison de Maître Aref. Le Maître Aref, ses assistants et ma mère devaient rester cachés dans une des chambres de la maison sans se montrer. Moi, je devais faire boire à Salim un thé dans lequel il y aurait de l'eau coranisée sans qu'il ne s'en doute. C'était très important, mais je n'avais aucune idée de la façon dont je devais procéder.
La seule chose dont j'étais sûr, c'est que je devais le faire. Tout le monde s'était caché dans la chambre, et je sortis dans le jardin pour attendre l'arrivée de Salim. Quand Salim arriva, je me levai de la banquette. Salim resta sur place et me dit de loin: « Dis-moi ce que tu as à dire, et fais vite, il faut que je parte. » C'était la première fois depuis longtemps que je voyais Salim. Mes émotions refirent surface et je me mis à trembler. Je serrai les poings pour qu'il ne le remarque pas. « Il faut qu'on parle du protocole d'accord pour le divorce. Ça va prendre du temps. Je veux qu'on divorce à l'amiable. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur le partage des biens. » Salim me dit: « Garde tout, je n'ai besoin de rien. » Je lui répondis: « Non, je veux pas que ça se passe comme ça. Je veux qu'on se sépare en bons termes. » Alors que nous discutions dans le jardin, j'aperçus Rika descendre de la voiture. Je n'en croyais pas mes yeux. Il avait amené cette femme jusque-là. Rika tenait toujours son bébé blotti contre elle. Elle me dit: « Qu'est-ce que tu veux encore? T'as pas honte? T'as même plus de fierté. Laisse-nous tranquilles maintenant. » La colère monta en moi. « Mais qu'est-ce que tu racontes, langue fourchue? Tais-toi, lui dis-je en m'avançant vers elle. Salim me poussa tellement fort que je tombai par terre. Ma mère, ne pouvant pas résister en me voyant tomber, sortit de la maison en criant et en ordonnant aux autres de sortir. Maître Aref et ses assistants sortirent tous dehors. Quand Rika vit Maître Aref sortir, son visage se décomposa. Elle avait compris d'une manière ou d'une autre qui il était. Rika prit le bras de Salim et lui dit: « Partons d'ici vite s'il te plaît. Tu ne vois pas que le bébé pleure? Ce n'est pas un endroit pour nous ici. Ils vont nous faire du mal. » Effectivement, le bébé poussait un cri qui ressemblait à des pleurs, mais plutôt à ceux d'un chat. Un frisson parcourut mon corps. Maître Aref dit: « Personne ne partira d'ici. Je ne voulais pas en arriver là, mais s'il le faut, j'emploierai la manière forte. » Maître Aref fit un geste de la main. Les assistants se jetèrent sur Salim. Salim se débattait tellement que 3 hommes eurent du mal à le maîtriser. Maître Aref sortit une fiole de sa poche pour faire boire son contenu à Salim. Mais Rika jeta ce qu'elle tenait dans ses bras et se jeta sur Maître Aref. Ma mère essayait d'empêcher Rika de prendre la fiole des mains de Maître Aref. Devant tout ce tumulte, une seule chose attira mon attention: le soi-disant bébé que Rika tenait toujours blotti contre elle. Elle l'avait jeté par terre. Le visage du soi-disant bébé était couvert par le tissu qui l'enveloppait, et il poussait des pleurs qui ne ressemblaient pas à ceux d'un bébé, mais plutôt à ceux d'un chat. Je m'approchai inquiète, et le pris dans mes bras. Il était tellement léger, ça ne pouvait pas être un bébé. J'écartai le tissu. Ce n'était pas un bébé, mais un mélange de brindilles et de vieux morceaux de tissu. Ça ressemblait à un vulgaire bébé en chiffon. Je le sortis du tissu et dis: « Salim, regarde, j'ai ton bébé dans mes mains. » Tout le monde s'arrêta et me regarda. Salim devint fou. Il me dit: « Ne touche pas à mon bébé, ne lui fais pas de mal, je t'en supplie. » Rika venait de réaliser que je l'avais démasquée. Elle était complètement figée. Je dis à Salim en tenant le bébé en chiffon par sa tête et son corps: « D'accord Salim, si tu veux pas que je sépare sa tête de son corps, bois le contenu de la fiole entièrement. » Salim s'énerva et dit: « Qu'est-ce que vous attendez de nous et de ce Dieu en qui vous dites croire ?» Puis il prononça des injures. Les nerfs de tout le monde étaient mis à rude épreuve. Je serrai les dents. Salim, se tournant vers le maître, lui dit: « Donne-moi cette maudite fiole. Je vais boire cette maudite chose. » Rika lui dit: « Non Salim, ne fais surtout pas ça. » Elle se débattait pour se libérer de la prise de ma mère, mais elle n'y arrivait pas. Salim but tout le contenu de la fiole. On restait tous figés en attendant de voir ce qui allait se passer. Le temps semblait s'être arrêté. Salim était allongé sur le dos. Au bout d'un temps qui me parut une éternité, Salim commença à se tenir la gorge, comme s'il étouffait. Il se mit à tousser. Je courus vers Salim et demandai à Maître Aref ce qu'il se passait. Il me dit: « C'est pas facile pour lui en ce moment. Il faut juste patienter. » Je regardais autour de moi. Rika avait disparu. Cette maudite, après avoir vu ce qu'il s'était passé, avait fui. Je tenais Salim par les épaules, le secouai et lui dis en pleurant: « Respire s'il te plaît. » Salim ne me répondait pas. Il ne réagissait même pas. Puis soudain, il se mit à vomir une substance noire. Quand il termina de vomir, il s'écroula de nouveau sur le dos. On appela une ambulance. Les médecins diagnostiquèrent un empoisonnement. Plusieurs de ses organes avaient été malmenés. Après un mois à l'hôpital, on le fit sortir, je lui rendais souvent visite. La procédure de divorce n'avait pas abouti, car aucun de nous deux n'avait assisté à l'audience. Je pensais que l'on divorcerait une fois que Salim serait sorti de l'hôpital. Le jour de sa sortie,
J'étais à l'hôpital. En réalité, Salim n'était pas fautif. Il était victime de sorcellerie. Je m'étais dit qu'on resterait peut-être amis, mais ça ne se passa pas comme je l'attendais. Dès que Salim me vit, il me prit dans ses bras et pleura comme un enfant. Il répétait toujours la même phrase. « Je m'excuse, ce n'était pas moi. » Et c'est là que je compris que le véritable combat ne faisait que commencer. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Prenez soin de vous et à la prochaine.